Mon mari a exigé notre appartement et le divorce, me lançant au visage, tu n'as pas les moyens de payer un avocat pour me combattre. Il pensait que j'étais seule et sans défense. Il ne se doutait pas que la femme qui allait entrer dans ce tribunal à mes côtés n'était pas seulement la meilleure avocate de Lyon, mais aussi ma sœur. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment ma vie a basculé en un instant, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que mon histoire peut voyager si loin. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début du cauchemar. L'annonce est tombée un mardi soir ordinaire. Un mardi de novembre, froid et humide, où les lumières de Lyon scintillaient à travers la grande verrière de mon atelier. Cet appartement, perché sur les hauteurs de la Croix-Rousse, n'était pas seulement un logement. C'était mon sanctuaire. L'héritage de ma grand-mère, un lieu que j'avais transformé de mes propres mains, où chaque tache de peinture sur le parquet racontait une histoire, chaque toile appuyée contre le mur était un morceau de mon âme. C'est ici que j'avais élevé mes enfants, aujourd'hui adultes et partis vivre leur vie. C'est ici, après leur départ, que j'avais bâti ma seconde carrière, celle de peintre, une passion mise de côté pendant des années, devenue ma raison d'être. J'avais 50 ans, et pour la première fois, je me sentais complète, alignée avec moi-même. J'étais en train de nettoyer mes pinceaux, l'odeur de térébenthine et d'huile de lin flottant dans l'air, quand Bastien est entré. Mon mari depuis 25 ans. Il n'a pas posé sa mallette comme d'habitude. Il est resté debout, rigide, au milieu de la pièce, son costume sombre détonnant avec le chaos coloré de mon atelier. Son visage était fermé, une expression que je ne lui connaissais pas. « Élodie, il faut qu'on parle », a-t-il dit d'une voix neutre, dénuée de toute chaleur. J'ai posé mes pinceaux, un sentiment de malaise s'insinuant en moi. Je m'attendais à une mauvaise nouvelle concernant son travail, ou peut-être sa mère. Jamais je n'aurais pu imaginer la violence de ce qui allait suivre. Il a posé un dossier en carton sur la table basse, entre nous. Le geste était sec, définitif. Comme un verdict. C'est fini. Je veux le divorce. Les mots n'ont pas fait sens tout de suite. Le divorce? Non. Après toutes ces années? Je le fixais, cherchant une trace de tristesse, de regret. Il n'y avait rien. Juste une certitude froide, métallique. Quoi? Ma voix n'était qu'un murmure. J'ai déjà vu un avocat, a-t-il continué, imperturbable. Voici mes conditions. Il n'a même pas attendu que j'ouvre le dossier. Il a commencé à lister ses exigences comme on énumère une liste de courses. Il voulait la majeure partie de nos économies. Une pension compensatoire. Et puis, la bombe. Et bien sûr, je garde l'appartement. Un rire étranglé m'a échappé. C'est une blague? Cet appartement est à ma famille depuis 3 générations. C'est mon lieu de travail. C'est là que son masque de froideur s'est fissuré pour révéler quelque chose de bien plus laid, le mépris. Ton lieu de travail? Tu appelles ça un travail? Tes petits barbouillages? Soyons sérieux, Élodie. Cet appartement a une valeur immobilière énorme. Il est gaspillé avec toi. Moi, j'ai des projets. La colère, pure et brûlante, a submergé le choc. Tu n'as pas le droit. Cet endroit, c'est mon âme, ma vie. Tu ne me l'enlèveras pas. Il a eu un petit sourire suffisant, un sourire que je ne lui avais jamais vu. C'est là que tu te trompes. Légalement, c'est un bien commun. Et entre nous deux, qui a les moyens de se battre? Il s'est penché en avant, ses yeux brillants d'une lueur cruelle. Tu n'as pas les moyens de payer un avocat pour me combattre. Tu vas signer ces papiers, et tu vas partir. Chaque mot était un coup de poignard. Il m'avait non seulement trahi, mais il me rabaissait, piétinait ma passion, m'effaçait. Il me voyait comme un obstacle, une chose insignifiante à balayer de son chemin. La colère a laissé place à une chape de plomb, la terrible lucidité de mon impuissance. Il avait raison. Mes revenus d'artiste étaient modestes, fluctuants. Comment pourrais-je affronter un avocat qu'il choisirait sans doute parmi les plus chers? J'ai baissé les yeux, fixant mes mains tachées de peinture. Des mains qui créaient de la beauté, mais qui étaient incapables de se défendre.
J'ai senti mes épaules s'affaisser. Vaincu. Tu as raison, ai-je murmuré, la gorge serrée. Le soulagement sur son visage fut instantané, presque radieux. Il s'attendait à une scène, à des larmes, à des cris. Pas à une reddition aussi rapide. Il s'est redressé, satisfait. Bien. Je suis content que tu sois raisonnable. Les papiers officiels arriveront la semaine prochaine. Il a tourné les talons et est sorti de la pièce, puis de l'appartement, sans un regard en arrière. La porte s'est refermée dans un bruit sourd qui a résonné dans ma poitrine vide. Son sourire victorieux me glaça le sang. Il pensait m'avoir brisé, mais il avait seulement réveillé une force que j'avais oubliée. Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de chagrin et de confusion. Je déambulais dans l'appartement, mon sanctuaire devenu soudainement un champ de bataille, une future ruine. Chaque objet, chaque tableau me rappelait notre vie commune, une vie qui m'apparaissait désormais comme une longue mascarade. Comment avais-je pu être si aveugle ? Comment n'avais-je pas vu l'homme cupide et méprisant qui se cachait derrière le mari attentionné qu'il prétendait être ? Mais la douleur laissait parfois place à la colère, une colère sourde qui me donnait des sursauts d'énergie. Je ne pouvais pas me laisser faire. Je ne savais pas comment, mais je devais me battre. Bastien avait sous-estimé une chose, un artiste est avant tout un observateur. Nous voyons les détails que les autres ignorent, les fissures sous la surface. Et j'ai commencé à observer, à me souvenir. Son comportement avait changé ces derniers mois. Il était plus secret, souvent au téléphone sur le balcon, même en plein hiver. Il parlait d'investissement, d'opportunités, des mots vagues que je mettais sur le compte de son travail. Et puis, il y avait ces nouvelles dépenses, des costumes plus chers, une montre que je ne lui avais jamais vue. Quand je l'interrogeais, il balayait mes questions d'un revers de main, parlant de bonus ou de cadeaux de clients. Et puis, la véritable guerre a commencé, insidieuse et cruelle. Une semaine après son annonce, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était le syndic de copropriété. Une plainte officielle avait été déposée à mon encontre. Anonymement, bien sûr. La lettre parlait d'odeurs chimiques persistantes et de nuisances sonores nocturnes provenant de mon appartement. Mon atelier. Mes peintures. J'étais abasourdi. En 20 ans, je n'avais jamais eu le moindre problème avec mes voisins. Au contraire, beaucoup appréciaient la touche d'artiste que j'apportais à l'immeuble. C'était l'œuvre de Bastien, j'en étais certaine. C'était sa façon de me saper, de me faire passer pour une voisine indésirable, de construire un dossier contre moi. Il voulait me chasser de chez moi par tous les moyens. La rage m'a donné la force de fouiller. Je ne savais pas ce que je cherchais, mais je devais trouver quelque chose. Un soir, alors qu'il était sorti, j'ai osé faire ce que je n'avais jamais fait, regarder dans sa mallette. Mon cœur battait à tout rompre. Je me sentais comme une voleuse dans ma propre maison. Au milieu des dossiers et des rapports, coincés dans une pochette latérale, j'ai trouvé une carte de visite. Elle était sobre, élégante, en papier cartonné épais. Grégoire Conseil, stratégie immobilière. Je n'avais jamais entendu ce nom. Bastien ne travaillait pas dans l'immobilier. J'ai pris la carte en photo avec mon téléphone, le flash illuminant brièvement l'obscurité de ma trahison. Le lendemain, j'ai fait des recherches sur Internet. Grégoire Conseil était une société de conseil spécialisée dans les projets immobiliers de luxe, particulièrement active dans les quartiers historiques de Lyon, comme le mien. Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. Ce n'était pas une coïncidence. Le soir, j'ai essayé de le confronter. J'ai posé la carte de visite sur la table pendant le dîner, un repas silencieux et tendu. J'ai trouvé ça dans tes affaires. C'est qui, Grégoire Conseil ? Il a levé les yeux de son assiette, son regard vide de toute expression. Un contact professionnel. Ça ne te regarde pas. Ça me regarde si ça concerne notre appartement, Bastien. Qu'est-ce que tu manigances ? Il a eu un petit rire, un son qui m'a glacé le sang. Tu deviens paranoïaque, ma chère Élodie. C'est le stress du divorce. Tu devrais peut-être te reposer. Il s'est levé, laissant son assiette à moitié pleine. Tu vois, c'est bien la preuve que tu n'es plus capable de gérer tout ça. Il m'a traité de folle. Il retournait tout contre moi,
utilisant ma détresse pour prouver mon instabilité. Mais mes instincts d'artiste me disaient que les pièces d'un puzzle macabre commençaient à s'assembler. Et j'étais seule au milieu. La semaine qui a suivi cette confrontation a été la pire de ma vie. Bastien avait transformé notre foyer en prison psychologique. Il était froid, distant, mais ses actions étaient calculées pour me pousser à bout. 2 autres lettres du syndic sont arrivées, de plus en plus menaçantes. Une voisine que je croisais depuis des années a détourné le regard dans l'escalier. Je me sentais épiée, jugée, acculée. La nuit, je ne dormais plus. Je fixais le plafond de ma chambre, le cœur battant au rythme de mes angoisses. Chaque craquement du parquet me faisait sursauter. L'inspiration m'avait complètement quittée. Mes toiles me semblaient muettes, mes couleurs fades. Comment créer de la beauté quand mon monde n'était que laideur? J'ai consulté 2 avocats spécialisés en droit de la famille. Les 2 m'ont tenu le même discours, empreint d'une pitié professionnelle qui me révoltait. Oui, la situation était complexe. Oui, Bastien avait des arguments. Non, mes revenus d'artiste ne jouaient pas en ma faveur. Les 2 m'ont présenté des devis d'honoraires qui me semblaient astronomiques, une montagne insurmontable. Je suis sortie de leur cabinet encore plus désemparée, avec le sentiment que la justice était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Un soir, assise dans le noir de mon atelier, les larmes roulant en silence sur mes joues, mon regard s'est posé sur une vieille photo encadrée sur une étagère. C'était une photo de moi et de ma sœur, Alix. Nous étions adolescentes, bras dessus, bras dessous, riant aux éclats pendant des vacances en Bretagne. Alix. Ma grande sœur. La femme la plus brillante, la plus déterminée que je connaisse. Et une complète inconnue depuis 7 ans. Notre rupture avait été brutale, stupide. Après la mort de nos parents, il avait fallu décider quoi faire de leur maison de campagne dans le Beaujolais. Alix, déjà une avocate d'affaires redoutable à Lyon, voyait les choses de manière pragmatique. Vendre. Investir l'argent. Tourner la page. Moi, l'artiste, je m'accrochais aux souvenirs, aux murs chargés d'histoire. Je voulais la garder, la transformer en un lieu de retraite, un havre de paix. Nos 2 visions du monde s'étaient heurtées avec une violence inouïe. Des mots terribles avaient été prononcés. « Tu es une sentimentale incapable de voir la réalité », m'avait-elle lancé. « Et toi, tu es une calculatrice sans cœur », avais-je rétorqué. Nous ne nous étions plus jamais parlé. 7 ans de silence. Des anniversaires manqués, des Noëls solitaires. Et pourtant, ce soir-là, dans mon désespoir absolu, son nom était le seul qui me venait à l'esprit. Ravaler ma fierté était une chose. Affronter son rejet possible en était une autre. Mon cœur martelait ma poitrine si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour composer son numéro, un numéro que je n'avais jamais eu le courage d'effacer. La sonnerie a retenti 1 fois. 2 fois. J'allais raccrocher, convaincue qu'elle ne répondrait pas, quand j'ai entendu sa voix. Inchangée. Nette, précise, professionnelle. Alix Renaud. Un sanglot est resté coincé dans ma gorge. Pendant 1 seconde, aucun son n'est sorti. Allô, a-t-elle répété, une pointe d'impatience dans la voix. Alix, c'est moi. C'est Élodie. Le silence à l'autre bout du fil a été assourdissant. J'ai entendu sa respiration, suspendue. J'ai imaginé son visage, ses sourcils froncés par la surprise. Élodie, a-t-elle finalement dit. Mon prénom sonnait étrangement dans sa bouche. Et puis, tout est sorti. Le barrage a cédé. J'ai tout déversé, sans pouvoir m'arrêter. Le divorce, les exigences de Bastien, l'appartement, le syndic, la carte de visite de cet homme, Grégoire, le mépris, la peur, le sentiment d'être piégé. Les mots se bousculaient, entrecoupés de sanglots. Quand j'ai terminé, le silence est revenu, mais il était différent. Moins hostile. Chargé de concentration. Il veut te prendre l'appartement, l'atelier de grand-mère, a-t-elle demandé, sa voix plus basse. Oui. Il dit que c'est un bien commun, qu'il a plus de valeur sans moi dedans. Un autre silence. Puis, elle a repris la parole, et sa voix avait changé. Elle n'était plus distante.
Elle était froide, dure comme l'acier. Élodie, écoute-moi bien. C'est quand, ta première convocation au tribunal? Mardi prochain. Pour la conciliation. Très bien. D'ici là, tu ne parles plus à Bastien. Tu ne réponds à aucune de ses provocations. Tu ne signes absolument rien. Tu ne réponds plus au syndic. Tu fais le mort. Compris? Mais, mon avocat, je n'en ai pas, je ne peux pas. Je m'en occupe. Mais Alix, ce n'est pas ton domaine, le divorce, et puis, après tout ce temps. Élodie, m'a-t-elle coupé, sa voix ne tolérant aucune discussion. Il a mentionné un promoteur immobilier, c'est ça? Grégoire Conseil? Oui, c'est ça. Alors ça devient mon domaine. Un déclic sec. Elle avait raccroché. J'ai baissé le téléphone, mes mains tremblant encore, mais plus de peur. Une vague d'adrénaline, d'un espoir fou, me submergeait. Ce n'était plus la voix de ma sœur. C'était la voix d'une prédatrice qui venait de flairer sa proie. La chasse était ouverte. C'est à ce moment précis, seul dans mon atelier, que j'ai senti que tout pouvait changer. Mais la peur était toujours là, tenace. Je me demande ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous osé appeler un membre de votre famille après 7 ans de silence? Pensez-vous que la fierté doit parfois être mise de côté pour survivre? Dites-le-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Le matin de la convocation, une pluie fine et glaciale s'abattait sur Lyon, enveloppant la ville d'un voile gris et lugubre. Le temps était à l'image de mon âme. En montant les marches imposantes du palais de justice, je me sentais petite, insignifiante. J'avais suivi les instructions d'Alix à la lettre. Silence radio total. Bastien, déconcerté par mon absence de réaction, était devenu encore plus arrogant, me traitant avec une condescendance glaciale, certain de sa victoire imminente. La salle des pas perdus était un balai d'ombres affairées et de visages anxieux. L'odeur du papier humide et du café froid flottait dans l'air. J'ai aperçu Bastien de l'autre côté de la salle. Il était là, impeccable dans son costume sombre, discutant avec son avocat, un homme au sourire carnassier qui semblait tout droit sorti d'un film. Il riait. Il riait en me regardant, assise seule sur un banc, mon vieux sac en bandoulière contenant pour seule défense mon courage chancelant. Quand nos regards se sont croisés, Bastien m'a gratifié d'un petit signe de tête méprisant, comme on salue une connaissance lointaine et sans importance. La bile m'est montée à la gorge. Il n'était plus l'homme que j'avais aimé. C'était un étranger, un ennemi. Notre affaire a été appelée. La salle d'audience était intimidante, tout en boiserie sombre et en velours usé. Je me suis assise à la table du défendeur, le cœur battant à grands coups sourds contre mes côtes. J'ai posé mon sac sur la table, mes mains jointes pour cacher leur tremblement. L'avocat de Bastien, maître Lambert, s'est approché de moi avec une démarche assurée, presque théâtrale. Son parfum était entêtant. Madame Fournier, a-t-il commencé d'un ton faussement compatissant. Mon client et moi-même espérons que vous avez pris conscience de la situation. Nous avons une proposition très raisonnable qui vous évitera une procédure longue, coûteuse, et je dois le dire, humiliante. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. J'attends mon conseil, maître. Un petit rire lui a échappé. Il a jeté un regard amusé vers Bastien, qui souriait de plus belle. Votre conseil? Très bien. Nous attendrons. La juge, une femme d'une 60aine d'années au visage sévère, est entrée. La salle s'est levée dans un bruissement de vêtements. Affaire Fournier contre Fournier, a-t-elle annoncé d'une voix qui ne laissait place à aucune fioriture. Les parties sont-elles présentes et représentées? Maître Lambert s'est levé avec aisance. Oui, madame la juge. Maître Lambert pour le demandeur, monsieur Bastien Fournier. Le regard de la juge s'est tourné vers moi. Mon estomac s'est noué. Je devais parler, dire que j'attendais, que... C'est à cet instant précis que les hautes portes à double battant de la salle d'audience se sont ouvertes avec un bruit sec qui a fait sursauter tout le monde. Le silence s'est fait. Toutes les têtes se sont tournées. Alix est entrée. Elle ne marchait pas, elle avançait comme un navire fendant les flots. Elle portait un tailleur pantalon d'un bleu nuit si sombre qu'il en paraissait noir, coupé à la perfection.
Ses talons claquaient sur le sol avec une régularité métronomique. Son visage était un masque de concentration absolue. Elle ne regardait ni à droite, ni à gauche, ses yeux fixés sur moi. J'ai vu des avocats se pencher pour murmurer à l'oreille de leurs voisins. Son nom. Alix Renault. La lionne du barreau des affaires. Elle est arrivée à ma hauteur. Elle a posé sa mallette en cuir sur la table avec un claquement net et précis qui a sonné comme un coup de marteau. Puis, elle a posé sa main sur mon épaule, une pression ferme, rassurante. Un monde de soutien dans un simple geste. Elle s'est assise à côté de moi, a sorti un stylo et un bloc-notes comme si elle faisait ça tous les jours. J'ai risqué un regard vers l'autre table. Le changement était spectaculaire. Le sourire de Bastien s'était figé, puis effacé, remplacé par une incrédulité totale. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. Maître Lambert, lui, avait perdu toutes ses couleurs. Son assurance de coq de combat s'était évaporée. Il fixait ma sœur comme s'il avait vu un fantôme. Alix s'est penchée vers moi, son parfum discret contrastant avec celui, tapageur, de l'autre avocat. Désolée pour le retard, petite sœur. La circulation était un enfer. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée par une émotion si forte qu'elle menaçait de me submerger. Puis, elle s'est redressée, son visage redevenant professionnel. Elle s'est adressée à la juge d'une voix claire et puissante qui a empli la salle. Maître Alix Renault, pour la défense, Madame la juge. Nous nous excusons pour ce léger retard. La juge elle-même a haussé un sourcil, une lueur de reconnaissance dans le regard. Maître Renault. C'est inattendu de vous voir dans une affaire familiale. Les circonstances sont exceptionnelles, Madame la juge, a répondu Alix sans se démonter. Puis, elle a tourné lentement la tête vers Bastien et Maître Lambert. Elle leur a offert un sourire. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Un sourire plus tranchant qu'une lame de rasoir. Mon confrère et son client semblaient s'inquiéter de la capacité de ma cliente à se défendre. Je tiens à les rassurer sur un point. Elle a marqué une pause, savourant les faits, le silence suspendu de la salle. Elle n'a pas besoin de me payer. Je suis sa grande sœur. Le souffle collectif qui a parcouru la salle d'audience a été comme une vague. J'ai senti quelque chose s'allumer en moi, une flamme que je croyais éteinte, qui crépitait et grandissait. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis redressée sur ma chaise. Je n'étais plus la victime. J'étais la sœur d'Alix Renault. Et le combat venait seulement de commencer. L'effet de l'arrivée d'Alix a été instantané et dévastateur pour le camp adverse. La séance de conciliation, qui devait être une formalité pour entériner ma défaite, s'est transformée en un champ de mine. Maître Lambert, habituellement si loquace et arrogant, bafouillait, perdait ses moyens face au calme olympien de ma sœur. Chaque fois qu'il formulait une exigence de Bastien, Alix le contrait avec une question juridique précise, une référence à une jurisprudence obscure qui le laissait sans voix. La juge, visiblement intriguée par ce retournement de situation, a écouté attentivement. Quand la question de l'appartement a été soulevée, Alix a sorti sa première carte. Madame la juge, mon confrère prétend que ma cliente est un fardeau pour l'immeuble et que sa profession d'artiste peintre cause des nuisances. N'est-ce pas, Maître Lambert ? Lambert, mal à l'aise, a acquiescé. En effet, nous avons des plaintes de voisins. Des plaintes que nous contestons formellement comme étant malveillantes et orchestrées, l'a coupé Alix. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Fournier, dans sa grande générosité, demande à conserver l'appartement au nom de la préservation de la valeur du patrimoine familial. Pourtant, ma cliente et moi-même avons des raisons de penser que ces motivations sont d'une nature bien différente. D'une nature purement commerciale, nous le suspectons, frauduleuse. Un murmure a parcouru la salle. Bastien est devenu livide. En conséquence, Madame la juge, a poursuivi Alix, sa voix résonnant avec autorité, nous demandons non seulement le rejet de toutes les demandes de Monsieur Fournier, mais nous déposons également une requête pour une expertise comptable et financière complète de ces 5 dernières années d'activité. Nous voulons voir chaque compte bancaire, chaque transaction, chaque investissement. Maître Lambert a bondi de sa chaise. Objection. C'est une intrusion scandaleuse dans la vie privée de mon client. C'est une manœuvre dilatoire.
Alix n'a même pas tourné la tête vers lui. Elle continuait de fixer la juge. Une manœuvre pour faire éclater la vérité, madame la juge. Si monsieur Fournier n'a rien à cacher, il ne devrait voir aucune objection à cette demande de transparence. Le piège était parfait. Refuser, c'était admettre sa culpabilité. La juge a réfléchi un instant, son regard passant de Bastien, visiblement paniqué, à Alix, sereine et déterminée. La requête est accordée, a-t-elle finalement tranché. L'affaire est renvoyée. Le coup de marteau a sonné le glas de la première manche. Une victoire totale. En sortant de la salle, Bastien m'a fusillé du regard, un regard rempli d'une haine pure. Pour la première fois, il avait peur. Les semaines suivantes ont été intenses. Alix a engagé une équipe d'experts comptables, des « chasseurs de chiffres » comme elle les appelait. Ils ont épluché les comptes de Bastien avec la méticulosité de chirurgiens. De mon côté, Alix m'avait donné une mission. Tu connais cet homme mieux que personne, Élodie. Repense à tout. Chaque détail, chaque conversation étrange, chaque absence inexpliquée. Alors, j'ai plongé dans mes souvenirs, non plus avec la douleur de la nostalgie, mais avec la concentration d'un enquêteur. Et les choses ont commencé à remonter. Des week-ends de séminaires, de plus en plus fréquents. Des dîners d'affaires, qui se terminaient au milieu de la nuit. Et surtout, son obsession soudaine pour la valeur de notre appartement, me demandant des détails sur l'acte de propriété, sur la succession de ma grand-mère. Pendant ce temps, les experts d'Alix commençaient à trouver des choses. Un compte bancaire en Suisse dont je n'avais jamais entendu parler. Des virements réguliers vers un compte inconnu en France. Et des dépenses par carte de crédit dans des hôtels de luxe et des restaurants étoilés, à des dates qui coïncidaient parfaitement avec ces fameux séminaires. Un soir, Alix m'a appelé. Sa voix était excitée. On a quelque chose. Le compte en France vers lequel il fait des virements, il n'est pas à son nom. Il est au nom d'une société. Et devine laquelle? Mon cœur s'est emballé. Ne me dis pas que... Si. Grégoire Conseil. Il ne fait pas que lui parler. Il le paie. Beaucoup. Chaque relevé bancaire était un mensonge de plus. Nous avions trouvé le fil, et au bout de ce fil, se trouvait un complot bien plus sombre qu'une simple liaison. La découverte des virements à Grégoire Conseil a été le catalyseur. Ce n'était plus une simple affaire de divorce avec adultère et dissimulation de revenus. C'était autre chose. Une conspiration. Alix a immédiatement réorienté son équipe. L'objectif n'était plus seulement de prouver les mensonges financiers de Bastien, mais de comprendre la nature exacte de sa relation avec ce Grégoire. Les experts ont creusé plus profond. Ils ont utilisé des techniques d'investigation financière que j'ignorais totalement. Ils ont analysé les registres des sociétés, les mouvements de capitaux, les déclarations publiques. Et ce qu'ils ont trouvé a dépassé mes pires cauchemars. Grégoire n'était pas un simple consultant. C'était un petit promoteur immobilier aux dents longues, spécialisé dans l'acquisition de biens d'exception dans les quartiers historiques pour les transformer en appartements de luxe ou en location saisonnière à haut rendement. Sa méthode était toujours la même, trouver des biens habités par des personnes en situation de faiblesse, souvent âgées ou en difficulté financière, et utiliser des moyens de pression pour les forcer à vendre à bas prix. Alix m'a présenté le dossier un soir dans son bureau immense et impersonnel, surplombant les lumières de la ville. Les documents étaient étalés sur la grande table en verre. Des plans, des graphiques, des extraits de comptes. « Regarde ça », m'a-t-elle dit en me tendant une liasse de papier. Voici le schéma. Bastien te pousse au divorce. Il utilise des tactiques de harcèlement via le syndic pour te faire passer pour instable et indésirable. Au tribunal, il plaide qu'il est le seul capable de gérer ce bien de valeur et demande la pleine propriété. Une fois qu'il l'a, il le vend immédiatement à une société écran. Et le bénéficiaire final de cette société écran, c'est notre ami Grégoire. Je fixais les documents, les mots dansant devant mes yeux. C'était si froid, si méthodique. Ma vie, mon foyer, mon art, tout ça réduit à une simple ligne dans un plan d'affaires. Mais, pourquoi, ai-je réussi à articuler? L'argent? Juste l'argent? Oui. Et beaucoup d'argent. Ton appartement,
Élodie, avec sa verrière, sa terrasse, en plein cœur de la Croix-Rousse, il vaut une fortune. Grégoire et Bastien comptaient le revendre au moins le double du prix du marché après quelques travaux cosmétiques. Le bénéfice se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et puis, le coup de grâce. L'un des enquêteurs d'Alix avait réussi à retrouver un email, envoyé depuis la messagerie professionnelle de Bastien à une adresse personnelle de Grégoire. Un email qu'il avait cru supprimer, mais qui avait été archivé sur un serveur. Alix me l'a fait lire. Grégoire, comme convenu, la procédure est lancée. Elle est tombée dans le panneau, elle pense que c'est une simple affaire de cœur. L'aspect « nuisance » est enclenché auprès du syndic. Son instabilité émotionnelle sera facile à prouver. Elle n'a aucune ressource financière pour se battre. D'ici 3 mois, l'appartement est à nous. Prépare les contrats. B. J'ai dû m'asseoir. L'air me manquait. Son instabilité émotionnelle. Il avait planifié de me faire passer pour folle. Il avait utilisé ma douleur, mon chagrin, comme une arme contre moi. La trahison était si profonde, si totale, qu'elle me donnait la nausée. Ce n'était pas l'homme avec qui j'avais partagé ma vie. C'était un monstre. Il y a une femme dans l'histoire, aussi, a ajouté Alix, plus doucement. Les dépenses dans les hôtels, les restaurants, ce n'était pas avec Grégoire. Il y a une maîtresse. Mais honnêtement, Élodie, à ce stade, c'est presque un détail. Elle avait raison. L'adultère me blessait, bien sûr. Mais la conspiration pour me dépouiller, pour me jeter à la rue et voler l'héritage de ma famille, c'était d'une autre nature. C'était le mal à l'état pur. J'ai relevé la tête, mes larmes séchées par une nouvelle détermination, froide et dure comme le diamant. Je ne voulais plus seulement me défendre. Je voulais qu'il paie. Pour chaque mensonge, pour chaque humiliation. Ils n'avaient pas seulement trahi notre mariage. Ils avaient comploté pour me jeter à la rue et voler l'héritage de ma famille. Mais ils avaient fait une erreur, ils avaient sous-estimé ma sœur. Avec les preuves de la conspiration en main, Alix a changé de stratégie. Elle a décidé de resserrer l'étau autour de Bastien, non pas en l'attaquant de front, mais en s'attaquant à ses complices. Le maillon faible, selon elle, était souvent l'entourage. Les gens qui savent, mais qui se taisent par peur, par loyauté mal placée ou par intérêt. Son regard s'est tourné vers Manon. Manon était une amie commune, une fleuriste talentueuse qui tenait une petite boutique charmante non loin de chez nous. Nous nous connaissions depuis plus de 10 ans. Elle avait été là pour les bons comme pour les mauvais moments. Du moins, c'est ce que je croyais. Depuis l'annonce du divorce, elle était devenue distante, évitant mes appels, répondant à mes messages par des banalités. Son malaise était palpable. Alix a demandé une déposition officielle. Manon ne pouvait pas refuser. Elle est arrivée au cabinet d'Alix un après-midi pluvieux, l'air nerveux, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Je n'étais pas dans la pièce, Alix avait insisté pour mener l'interrogatoire seule avec l'avocat de Manon, pour éviter toute confrontation émotionnelle. Elle m'a tout raconté plus tard, me faisant même écouter l'enregistrement. Alix a commencé en douceur, posant des questions sur notre amitié, sur les dernières fois où elle nous avait vus, Bastien et moi. Manon était sur la défensive, ses réponses courtes, évasives. Elle prétendait n'avoir rien remarqué d'anormal. Puis, Alix a sorti les premières pièces du dossier. Les relevés de cartes de crédit. Madame, vous reconnaissez cette date? C'était l'anniversaire de Bastien. Élodie pensait qu'il était en séminaire à Bordeaux. Or, cette transaction a été effectuée dans un hôtel de luxe à Annecy. Étiez-vous au courant de ce séminaire? Manon a commencé à se troubler. Je ne me mêle pas de leurs affaires. Alix a continué, imperturbable, sa voix restant calme mais devenant plus incisive. Et ce nom, Grégoire Conseil, cela vous dit quelque chose? Le silence. L'enregistrement a capté le bruit de la respiration saccadée de Manon. Je ne crois pas, a-t-elle finalement murmuré. C'est là qu'Alix a abattu sa carte maîtresse. Elle a fait glisser sur la table une copie de l'email que Bastien avait envoyé à Grégoire. Le fameux email. Elle est tombée dans le panneau, elle pense que c'est une simple affaire de cœur. Je vous demande de lire cette phrase, madame.
Et de me dire, droit dans les yeux, que vous n'étiez au courant de rien. L'enregistrement a capté un son. Un sanglot étouffé. Puis, le barrage a cédé. En pleurs, Manon a tout avoué. Elle était au courant. Depuis des mois. Bastien s'était confié à elle, se plaignant de sa vie, de son mariage, de moi. Puis, il lui avait parlé de Grégoire, de son plan pour l'appartement. Pourquoi, a demandé Alix, sa voix s'adoucissant légèrement face à la détresse de Manon. Pourquoi avoir couvert un tel mensonge, Manon? Élodie était votre amie. Et la réponse de Manon m'a brisé le cœur, tout en décuplant ma rage envers Bastien. Elle a expliqué, entre deux sanglots, que sa boutique de fleurs traversait une période difficile. Le loyer de son local commercial était élevé. Et son propriétaire était une société d'investissement. Une société dont Bastien, par ses contacts professionnels, connaissait les dirigeants. Bastien l'avait menacé. Subtilement, mais clairement. Il lui avait dit que ce serait dommage que son bail ne soit pas renouvelé. Il lui avait fait comprendre que si elle parlait, elle perdrait tout. Il l'avait prise en otage, utilisant ses difficultés pour garantir son silence. En écoutant l'enregistrement, j'ai ressenti un mélange de pitié pour Manon et de dégoût pour la perversité de mon mari. Il n'avait aucune limite. Il était prêt à détruire la vie d'une amie pour arriver à ses fins. La déposition de Manon était accablante. Elle confirmait la préméditation, la conspiration. C'était une pièce essentielle de notre dossier. Son témoignage était dévastateur. Mais Alix m'a dit que pour vraiment l'anéantir, nous avions besoin de la parole de l'architecte de ce plan diabolique, Grégoire lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La convocation de Grégoire pour sa déposition a marqué un tournant. C'était le moment de confronter l'architecte du complot, l'homme qui, avec mon mari, avait prévu de démanteler ma vie pour un profit immobilier. Contrairement à Manon, Grégoire est arrivé avec l'assurance d'un homme habitué aux salles de réunion et aux confrontations. Il était élégant, le sourire facile, et accompagné d'un avocat qui semblait tout aussi lisse et confiant que lui. Alix m'avait demandé d'être présente. « Je veux que tu sois là », m'avait-elle dit. Pas seulement pour qu'il te voie, mais parce que tu connais le cœur de cette affaire mieux que personne, l'appartement. Tu pourrais voir un détail qui nous échappe. L'interrogatoire a commencé. Grégoire niait tout en bloc avec un aplomb déconcertant. Sa relation avec Bastien? Purement professionnelle. Les virements? Des honoraires de conseil pour des projets sans rapport. Le fameux email? Un malentendu, des mots sortis de leur contexte. Il était doué. Il tissait un récit plausible, se présentant comme une victime collatérale d'un divorce acrimonieux. L'avocat de Grégoire objectait à chaque question, tentant de protéger son client. Mais Alix était une maîtresse dans l'art de la déposition. Elle ne s'énervait jamais. Elle posait ses questions calmement, méthodiquement, revenant sans cesse au même point, utilisant les propres dénégations de Grégoire pour le coincer dans ses contradictions. La tension dans la pièce était palpable. Puis, Alix a sorti la pièce qu'elle gardait pour la fin. « Maître, monsieur Conseil, vous prétendez que votre intérêt pour cet appartement était purement théorique, dans le cadre d'une étude de marché plus large, n'est-ce pas ?» « Exactement », a répondu Grégoire, un peu trop rapidement. « Alors, vous ne voyez sans doute aucun inconvénient à ce que nous regardions ce document, a dit Alix en sortant une liasse de papier que ses enquêteurs avaient obtenu. C'était un projet de rénovation pour mon appartement, avec des plans d'architecte, un budget prévisionnel et même une simulation 3D de l'appartement, après travaux. Le nom de la société de Grégoire était en en-tête. Le visage de Grégoire s'est décomposé. Son avocat a commencé à protester, mais Alix l'a ignoré. Elle a poussé les plans vers moi. « Élodie, jetez un œil, s'il vous plaît. Vous connaissez les lieux mieux que quiconque. Est-ce que cela vous semble plausible ?» J'ai pris les feuilles, mes mains tremblant légèrement. J'ai regardé les plans. C'était mon appartement, mais vidé de son âme, transformé en un espace froid et standardisé. Et puis, mon regard a été attiré par un détail.
Un détail technique, un détail d'artiste, un détail de quelqu'un qui vit avec la lumière et les murs chaque jour. J'ai levé la tête. Tous les regards étaient tournés vers moi. Pour la première fois, je n'étais plus la spectatrice de ma propre défense. J'étais une actrice. J'ai pris une profonde inspiration. Madame la juge, puis-je dire quelque chose? Alix m'a fait un signe de tête encourageant. J'ai pointé du doigt un des plans. Ma voix était claire, sans tremblement. Ce plan est un faux. L'avocat de Grégoire a explosé. C'est absurde. C'est un document professionnel. Je l'ai ignoré, m'adressant directement à la sténographe et à ma sœur. Regardez ici. La grande verrière, celle de l'atelier. Sur ce plan, ils ont prévu de l'abattre pour la remplacer par un mur et 2 petites fenêtres standards. Et alors, a ricané Grégoire, retrouvant un peu de sa contenance. C'est une proposition d'aménagement. Non, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas possible. Ce mur est un mur porteur principal de l'immeuble. La verrière a été installée au XIXe siècle en même temps que la construction, elle fait partie intégrante de la structure. On ne peut pas y toucher sans mettre en péril la stabilité de tout l'étage. N'importe quel architecte qui aurait réellement visité les lieux l'aurait su en 5 minutes. Ce plan n'a pas été fait par un professionnel qui a étudié le bien. Il a été fait à la va-vite, sur la base de photos, dans le seul but de monter un dossier. Un silence de mort est tombé dans la salle. Alix me regardait avec un mélange de surprise et d'admiration. Grégoire était blême. Son avocat feuilletait les plans, cherchant une faille dans mon raisonnement, mais il n'y en avait pas. C'était la vérité. Une vérité simple, factuelle, que seuls mes yeux d'artiste et d'habitante pouvaient voir. L'arrogance de Grégoire s'est évaporée, remplacée par la panique. Un seul détail, mon détail, venait de faire s'effondrer tout son château de mensonges. Il était piégé. La déposition de Grégoire a été le coup de grâce. Après la révélation de la fausseté des plans, son assurance s'est brisée en 1000 morceaux. Mis sous pression par Alix, qui revenait à la charge avec une précision chirurgicale, il a fini par craquer. Il a tout admis, le complot avec Bastien, le plan pour me faire déclarer instable, le harcèlement via le syndic, l'objectif de vendre l'appartement avec un profit énorme. Il a même admis l'existence de la maîtresse de Bastien, tentant lâchement de minimiser son propre rôle en chargeant mon mari. Le jour du jugement final, l'atmosphère dans la salle d'audience était radicalement différente de la première fois. Je n'étais plus la femme seule et effrayée. J'étais aux côtés d'Alix, sereine, déterminée. De l'autre côté, Bastien semblait avoir vieilli de 10 ans. Son arrogance avait disparu, remplacée par un air hagard, cerné. Maître Lambert, son avocat, avait l'air d'un homme qui allait à l'abattoir. Il savait que la partie était perdue. Alix n'a pas fait un long plaidoyer. Elle n'en avait pas besoin. Elle a présenté les faits, rien que les faits, avec une clarté et une logique implacables. Elle a déroulé le fil de la conspiration, pièce par pièce. Les relevés bancaires. L'email. La déposition de Manon. L'aveu de Grégoire. Et enfin, ma propre démonstration de la supercherie des plans d'architecte. C'était un dossier en béton armé. Chaque mot était un clou de plus sur le cercueil des mensonges de Bastien. Quand elle s'est assise, un silence impressionnant régnait dans la salle. Maître Lambert s'est levé, a bafouillé quelques excuses, a tenté de plaider l'erreur de jugement, l'influence néfaste de Grégoire sur son client. C'était pathétique. La juge n'a pas mis longtemps à délibérer. Quand elle a repris la parole, son visage était plus sévère que jamais. Elle s'est adressée directement à Bastien, et chaque mot tombait comme une sentence. Monsieur Fournier, a-t-elle commencé d'une voix glaciale. Vous êtes venu devant cette cour non seulement pour demander le divorce, mais pour déposséder votre épouse de son foyer, de son lieu de travail et de son héritage familial. Vous avez non seulement menti sur vos actifs, mais vous avez orchestré une campagne de harcèlement et de dénigrement à son encontre. Vous avez monté une conspiration frauduleuse dans le seul but de vous enrichir. Votre conduite n'est pas seulement déloyale, elle est méprisable et relève d'une intention de nuire caractérisée. Bastien était recroquevillé sur sa chaise, le visage entre les mains. La juge a ensuite prononcé son verdict. C'était sans appel.
Le divorce était prononcé à ses torts exclusifs. Toutes ses demandes étaient rejetées. Il n'obtenait ni l'appartement, ni pension compensatoire, ni aucune part de nos économies au-delà de ce que la loi prévoyait strictement. La pleine propriété de l'appartement m'était attribuée au titre de prestation compensatoire pour le préjudice subi. Il était condamné à me verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour sa tentative de saboter ma réputation auprès du voisinage. Enfin, il était condamné à payer l'intégralité des frais de justice, y compris tous les honoraires des experts engagés par Alix. C'était une défaite totale, absolue, humiliante. Il ne partait pas seulement les mains vides. Il partait avec des dettes et une réputation en ruine. Le marteau de la juge est tombé dans un bruit sec. C'était fini. Un poids immense, le poids de ces derniers mois de peur et de combat, s'est envolé de mes épaules. J'ai regardé Alix, les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude. Elle m'a serré la main sous la table. Un simple geste qui disait tout. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard de Bastien une dernière fois. Il n'y avait plus de haine, plus de mépris. Juste le vide. Le vide d'un homme qui a tout misé sur la cupidité et qui a tout perdu. Je n'ai ressenti ni pitié, ni joie mauvaise. Juste une immense lassitude, et la certitude qu'une page de ma vie venait de se tourner pour de bon. La justice avait été rendue. Mais ma plus grande victoire ne se trouvait pas dans cette salle. La semaine suivant le jugement a été étrange. L'appartement était silencieux. Les affaires de Bastien avaient disparu, emportées discrètement un après-midi où j'étais sortie. Le silence n'était plus oppressant, mais il n'était pas encore apaisant. C'était le silence du vide, de l'après-bataille. Je me sentais épuisée, vidée de toute émotion. J'ai essayé de me remettre à peindre, mais mes mains semblaient lourdes, mon esprit incapable de se concentrer. La victoire avait un goût de cendre. Un samedi, Alix est passée me voir. Elle n'a pas appelé avant, elle a juste sonné à la porte. Elle n'a pas apporté de fleurs ou de champagne. Elle avait juste 2 croissants dans un sac en papier. Je passais dans le quartier, a-t-elle dit, un petit sourire en coin. Nous nous sommes assises dans la cuisine, le soleil du matin inondant la pièce. C'était la première fois que nous nous retrouvions toutes les deux, sans l'ombre du divorce planant sur nous. Un silence s'est installé, mais il était confortable. « Comment tu te sens ?» a-t-elle finalement demandé. « Vide, ai-je avoué. Et fatiguée. C'est normal. » L'adrénaline retombe. Elle a regardé autour d'elle, dans l'atelier visible depuis la cuisine. Elle a observé les toiles, les chevalets, les pots de peinture. Son regard était différent de d'habitude. Plus doux. « Tu sais, a-t-elle dit, pendant toutes ces années, je n'ai pas compris. Je voyais tes peintures, ta passion, et je me disais que ce n'était pas sérieux, que ce n'était pas un vrai métier. J'étais stupide. Au tribunal, quand tu as parlé de ce mur porteur, j'ai compris. Ce n'est pas juste de la peinture. C'est ta force. Ta façon de voir le monde. C'est ce qui t'a sauvé. » Ces mots m'ont touché plus que je n'aurais pu l'imaginer. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai été stupide aussi, ai-je répondu. Je pensais que tu étais devenue une machine, une avocate sans cœur. J'ai oublié la grande sœur qui me défendait dans la cour de récréation. Elle a souri. Un vrai sourire, cette fois. Elle est toujours là. Juste un peu plus chère qu'avant. Nous avons ri. Un rire simple, libérateur, qui a semblé nettoyer l'air de l'appartement. Après un moment, elle est devenue sérieuse. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas essayer de me remettre à peindre. Retrouver l'inspiration. Non, a-t-elle dit avec une conviction soudaine. Tu ne vas pas juste te remettre à peindre. Tu vas utiliser tout ça. Toute cette colère, cette douleur, cette victoire. Transforme-le en article. Elle s'est levée, a fait le tour de l'atelier, s'arrêtant devant une grande toile inachevée. Fais une série sur cette histoire, Élodie. Une exposition. Appelle-la le sanctuaire, la résilience, peu importe. Mais montre-leur. Montre à Bastien, au monde, ce que tu es capable de créer à partir des ruines. L'idée a fait son chemin en moi,
Excitante et terrifiante à la fois. Une exposition? Mais, les galeries, les contacts, les financements. C'est un monde que je ne connais pas. Alix s'est retournée, ses yeux brillants d'une lueur que je connaissais bien, celle qu'elle avait quand elle préparait un gros contrat. C'est vrai. Mais c'est un monde que moi, je connais. Tu as le talent. J'ai le carnet d'adresses et la tête pour les affaires. Elle a posé sa main sur mon épaule, comme au tribunal. Laisse-moi être ton associé. Ton agent. Ta manageuse. Je serai ton avocate, mais cette fois, ce sera pour construire, pas pour détruire. J'étais sans voix. Ce n'était pas de la pitié. C'était une proposition de partenariat, une reconnaissance de ma valeur. C'était sa façon de reconstruire le pont entre nous, non pas avec des mots de regret, mais avec un projet commun, un futur. En regardant le soleil se coucher sur les toits de Lyon depuis ma verrière, avec ma sœur à mes côtés, j'ai compris. Bastien pensait me prendre mon foyer, mais sans le vouloir, il m'avait rendu ma famille et offert un nouvel avenir. Aujourd'hui, 1 an a passé. L'appartement est plus vivant que jamais, rempli de nouvelles toiles, de nouvelles couleurs. La douleur s'est estompée, laissant place à une sérénité que je n'avais jamais connue. Ma collaboration avec Alix est devenue une évidence. Elle s'occupe des contrats, des galeries, et moi, je peins. Librement. Notre première exposition, intitulée « Sanctuaire brisé, âme reconstruite », ouvrira ses portes le mois prochain dans une galerie prestigieuse du Marais à Paris. C'est le début d'un nouveau chapitre. Mon histoire est celle d'une trahison, mais c'est aussi et surtout une histoire de résilience. Elle m'a appris que parfois, les plus grandes épreuves de la vie ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous forcer à renouer avec ce qui compte vraiment. Bastien voulait prendre possession de mes murs, mais il n'a jamais pu toucher à mes fondations. J'ai compris que notre plus grande force ne réside pas dans l'absence de blessures, mais dans notre capacité à les transformer. Mon art est né de mes cicatrices. Et ma plus grande richesse n'a jamais été cet appartement, mais le lien indestructible que j'ai retrouvé avec ma sœur. Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce que l'on possède vraiment. Cette histoire vous parle-t-elle? Avez-vous déjà dû vous battre pour protéger votre foyer, votre sanctuaire personnel ou professionnel? Avez-vous, vous aussi, transformé une épreuve en force? Partagez votre histoire ou simplement vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque témoignage est une lumière, et votre expérience pourrait donner de la force et de l'espoir à quelqu'un d'autre qui traverse une période sombre. Si vous avez été touché par mon histoire, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », cela aide vraiment la chaîne à être vue. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Pour écouter l'histoire suivante, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Merci de tout cœur de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.